Bonsoir tout le monde. L'autre jour, je vous ai parlé en vous disant que on a transporté le corps de la reine d'Angleterre dans un avion militaire. Que signifie ce symbole? J'entends beaucoup de gens dire partout, non, on va révolutionner la monarchie va changer, va disparaître, on va... Excusez-moi, vous ne connaissez pas la Grande-Bretagne. Il faut lire, il faut connaître l'histoire de la Grande-Bretagne, il faut lire l'histoire de la Grande-Bretagne pour faire ce genre d'analyse. La seule chose qui peut être vraie, c'est que la monarchie peut se désengager du fait qu'elle soit toujours souveraine du Canada, mais je ne pense pas que ça va arriver. Du fait qu'elle soit toujours souveraine de l'Australie, je ne pense pas. Du fait qu'elle soit toujours souveraine de la Nouvelle-Zélande, je ne pense pas. Parce qu'il faut bien savoir qui sont partis de l'Angleterre, de l'Écosse pour coloniser ces territoires. Regardez bien une chose. Nous sommes en 2022. Les gens oublient que en 2022, nous avons encore un empire qui existe. Mais sauf qu'il est voilé. C'est un empire. Comme c'est un empire, on le voile avec ce qu'on appelle la cosmétique. La cosmétique, c'est quoi? La cosmétique, c'est ce qu'ils ont appelé démocratos. Mais c'est un empire. On le voile avec la démoscatos. Ici, dans ce territoire où moi je suis, qu'on appelle le Québec, Napoléon avait vendu ce territoire à la reine. Pareil comme ils ont vendu la Louisiane aux États-Unis. Il faut que vous m'écoutiez bien. Donc, lorsque les gens qui sont ici, les Frenchies, qui sont ici, disent qu'ils veulent l'indépendance, on les écoute seulement là-bas, sans broncher. L'année où ils ont failli obtenir l'indépendance, où c'est passé à côté comme ça, l'armée canadienne était déjà prête à envahir le territoire. Si le oui l'emportait, l'armée était en alerte. C'est un territoire vendu. Napoléon l'a vendu. Quel Napoléon? Pas Napoléon. Le roi, lui, c'est le dernier roi. L'avait vendu à la reine. Il faut le savoir. On ne maintient un empire que par l'armée, par le militaire. Le message que vous avez vu là, transportant le corps dans un avion militaire, c'est un message qui est clair. Ouais. C'est un message qui est clair. Nous sommes arrivés à nos fins grâce aux militaires. N'oubliez jamais ça. Ne voyez pas l'avion militaire pour rien. L'empire s'est maintenu parce qu'il y avait le gun ici. Je vais vous raconter une histoire. Au Nigeria. Lorsque l'empire a mis la main sur le Nigeria, elle est allée au Nigeria, celle qui est morte. Écoutez bien ce que je viens de vous raconter. Elle est allée au Nigeria.
on a convoqué tous les chefs. Il y a parmi les chefs, il faut comprendre le symbolisme. Pourquoi au Nigeria, vous avez d'un côté les musulmans, les peuples du nord du Nigeria, et les Yoruba, qui sont toujours au pouvoir, et les Haoussa, qui sont toujours au pouvoir. Les Ibo, les Biafra, tout ce qui est chrétien là, c'est entre guillemets. Lorsqu'elle a convoqué tous les chefs noirs du Nigeria, il y a un Ibo, qui a dit, lui ne peut pas se décoiffer, parce que lui il est un chef, il est un roi. Un roi ne se décoiffe pas devant une femme. Tous les chefs Haoussa, Peul du Nord se sont décoiffés. Ils ont fait allégeance. Le chef a dit, je ne peux pas me décoiffer. Si je me décoiffe, personne ne peut plus rester dans cette salle. Personne. La garde de la reine a insisté qu'il faut qu'il se décoiffe devant la reine. Il doit faire allégeance. Il a dit à la garde de la reine, si j'enlève mon chapeau, la salle va se vider. On a insisté qu'il enlève le chapeau. Quand il a enlevé le chapeau, les abeilles ont envahi la salle. La reine, même les gardes, sauve qui peut. Sauve qui peut. La reine est rentrée à Abuja, à Lagos. On a renvoyé ça, on a renvoyé la réunion à plus tard. Maintenant, ils ont donc mis un plan sur pied avec les autres chefs qui ont prêté allégeance. Il faut à ce que on l'accuse d'un fait qu'il assassine ces populations, on le destitue avec l'armée. On le convoque plutôt à Lagos et de là-bas, on le fait disparaître. C'est comme ça que lors, ils avaient souvent une fête rituelle où on égorgeait un bouc. On égorgeait un bouc lors de ce rituel. Comme vous voyez là, on fait le Ngwon à l'ouest Cameroun chez les Bamou. Et ils avaient donc pendant l'année, il y avait donc un jour où on faisait donc ce rite. Les autres chefs sont allés ramasser le sang du bouc, disant que voilà un homme qui l'a égorgé. C'est comme ça qu'on lui convoque donc à Lagos. Il va à Lagos. Là-bas, on lui applique la même chose qu'on a appliqué au chef Njoya, Douala Mangabel, Macha Mama, Macha. Tu fais disparaître. On dit à ta famille, tu vas aller en voyage, tu reviendras, tu vas aller en voyage, tu vas revenir. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que pour qu'un Ibo monte présent là-bas, c'est compliqué au Nigeria. Compliqué. C'est le n'oubliez pas ce qui a fait de nous de dominer. C'est le militaire. C'est le militaire. C'est un message qui est clair. N'oubliez pas. C'est pour ça que ces colonies d'Asie,
la Chine en particulier, a décidé a conclu que l'Occident ne connaît qu'une seule chose. L'Occident n'a que peur d'une seule chose. Le fusil. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le droit. Le droit n'existe pas en Occident. Ce qui existe chez l'homme occidental, c'est le rapport de force. Il va venir aujourd'hui. Il te dit, je veux qu'on signe un partenariat pour commercer. Ça, c'est la première phase. Tu commerces avec lui. Il revient. Il commence à lui-même à boycotter le partenariat qu'il a fait avec toi. Juste parce qu'il veut t'entraîner sur le terrain de la guerre. Parce qu'il est sûr qu'avec sa puissance de feu, il va te soumettre par la guerre. N'oubliez pas, dans tous les territoires où ils ont mis pied, on a soumis les peuples là par la violence. Lorsqu'on soumet, après on fabrique la nouvelle élite. Celle-là qui sera docile. C'est cette théorie qu'on a appliquée à tout le pays du monde entier. Et donc un pays qui a dit que je ne me soumettrai jamais. C'est les poupous. Parce que les poupous connaissent bien l'histoire. Ils connaissent bien l'histoire, que l'histoire, cette histoire qu'on appelle esclavage, c'était d'abord nous. Parce que c'était les esclaves qu'on partait arrêter. On les amenait travailler chez eux comme esclaves. D'où le mot esclave qui découle du mot slave. Donc quand j'entends les gens dire, ils sont en train de te raconter, ça ne pourra pas. Le seul endroit sur la planète Terre, je dis bien, je répète, je pèse mes mots. Le seul endroit sur la planète Terre où un enfant né avait un espace à lui, c'est l'Afrique. Où tu sors de ton ventre, du ventre de ta mère avec un espace qui t'appartient. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Le seul endroit au monde où tu nais avec un espace qui t'appartient, on sait que l'enfant qui est né là, le jour où il sera grand, il va construire sa maison ici. Son terrain, son village est ici. C'est le seul. Ce principe de base qui fonde l'humanité de l'Africain est en train d'être déraciné par l'idée de la soi-disant république qui démantèle les bases de la vie en communauté à l'avantage de la soi-disant république entre guillemets. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que la République a pour finalité enlever les droits aux populations autochtones, donner ces droits à une soi-disant élite représentante de l'État. C'est avec l'État qu'on peut te dire que tu n'es plus Douala, c'est pour les Douala, tu n'es plus Douala, on t'envoie ailleurs. C'est avec l'État que les Douala sont en train d'immigrer pour aller chez les Bassa. C'est avec l'État. S'il n'y aurait pas d'État, les Douala allaient demeurer dans le territoire des Douala. Parce qu'un Douala naissait en tout en sachant que je vais grandir et mourir dans la terre de mes ancêtres. Or,
Cette théorie qu'ils ont appelée chez eux le grand remplacement prend plusieurs visages. Écoutez-moi mes frères. Nous sommes obligés de venir expliquer ces choses au plus bas niveau pour que les gens comprennent l'escroquerie qu'il y a dedans. Et lorsque vous observez, observez bien, je continue de vous dire, les gens qui sont mal partis dans cette affaire, c'est les enfants ressortissants des 4 régions. Quand je parle, les gens ne sont pas en train de voir ça là. Mais c'est lorsque nous ne serons plus là qu'ils vont dire, mais ce que Abdel disait, c'est la vérité. Oui. Parce que la République enlève des droits séculaires à X pour donner ces droits à Y. Elanga Mekinda Francis, mon frère, Noah est rentré chez ses ancêtres. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans le statut de la République qu'on nous a donné, il est français. Mon frère, toi et moi, nous parlons de quelque chose qui est venu dans ce statut. Noah est français. C'est pas Obama qui dit. Nous, on n'a jamais pleuré. Lorsqu'on chantait au Cameroun, personne de nos ancêtres n'a jamais pleuré. Lorsqu'il était à la Coupe Davis, en tant que coach de la sélection française de la Coupe Davis, lorsqu'on chantait la Marseillaise, il pleurait à chaudes larmes. Mon frère, les images sont là. Tape YouTube. Il pleure, on chante la Marseillaise. Mais sauf que c'est quand on commence à lui dire que payez vos impôts, payez vos taxis, payez vos impôts. Il s'est donc rappelé que je suis Camerounais. On ne refuse pas. L'enfant chez ses oncles est toujours protégé. On est d'accord. L'enfant chez ses parents est toujours d'accord. On ne refuse pas. C'est pour ça que nous disons que la République telle qu'elle est là, c'est une République pour une certaine élite. Ce n'est pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde la République. Elle appartient à une élite qui a fait allégeance au système. Donc la tête de proue est morte l'autre jour. C'est ça qui est la question. Mais les gens veulent mélanger les intérêts de Noah à la personne Noah. Il ne faut pas mélanger ces deux choses. Nous combattons l'idée de Noah sur la base des intérêts influents de la République. C'est ça qu'il est question. Il faut que tout le monde comprenne. C'est ça que je vais m'investir ici à dire. Si on parle d'athlétisme au Cameroun, ceux qui ont qualité à parler de l'athlétisme au Cameroun, c'est Françoise Mbango. Elle défend les intérêts des athlètes camerounais. Lorsqu'on parle du football, les footballeurs et les présidents de clubs, c'est eux qui doivent parler de football. Lorsqu'on parle de boxe, c'est les Ndongo Ebanga, les Emebe, les Carlos Takam, les Francis Ngannou, c'est eux qui doivent parler de boxe.
Mais tel que vous voyez le système là, il vous dit, il y a une qualité, il y a un style d'individu qui doivent mettre cette république en avant, la faire rayonner à l'international. Mais lorsque le rayonnement là, les dividendes de ce rayonnement là arrivent, on les met de côté. À ce moment-là, c'est le fonctionnaire qui vient parler. Lui qui va dire, il va vous dire, il faut toujours écouter il faut que vous parlez avec les fonctionnaires. Il y a une célèbre vidéo, je dis bien une célèbre vidéo, d'une femme, chef traditionnel dans le sud du Cameroun, qui a tracé un bâton, un trait comme ça sur la route, avec son bâton, elle tape à terre. Elle dit au sous-préfet, tu n'es pas mon chef, tu es mon collaborateur. Cette maman est en train de dire quelque chose que les gros docteurs et professeurs en professorat bazardent le cerveau des gens. Mais cette maman a compris que ce n'est qu'une histoire d'intérêt. Et elle dit, je défends les intérêts de ma population. Le préfet lui parle, le sous-préfet parle le temps à lui dit, hein, c'est la route de l'État, hein, c'est la route de l'État, c'est moi qui représente l'État ici. La maman lui répète que virer l'argent dans notre compte, vous n'avez pas mis l'argent dans notre compte, vous avez viré l'argent dans le compte que lui, le sous-préfet, a les émargements. Donc, il peut appeler n'importe qui de l'association des villageois, venez signer. Voilà pour toi, voilà pour toi, voilà pour toi, voilà pour toi. Allez chez vous. La maman a rappelé au supérieur que tu n'es pas mon supérieur, tu es mon collaborateur. Parce qu'elle a compris que dans le sens des intérêts, le sous-préfet est son collaborateur. Mais observez bien le fonctionnement de ce système. On vous fait croire aux citoyens que les sous-préfets sont au-dessus des autres citoyens. Le gouverneur, le préfet, ils vous disent que nous représentons l'État. Celui qui représente la nation est élu. Écoutez bien, hein, le paradoxe. Le président, qui est l'élu de la nation, il est élu. Il a son mandat du peuple. Le maire, qui lui représente localement les intérêts des populations, on lui dit que non, tu as à ta tête le sous-préfet qui est au-dessus de toi, parce que le sous-préfet représente le président. Non, c'est le maire qui doit être le représentant du président, parce que le président étant élu, le maire étant élu. Donc le maire représente le président. On dit non. On dit non. Mes chers frères, je continue de vous dire, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous expliquer, cette escroquerie qu'on a mis sur pied, je dis et je répète, un fonctionnaire camerounais n'a pas le droit d'avoir une maison. N'a pas le droit. Parce que le système que le fonctionnaire camerounais protège ne lui permet pas d'avoir une maison. Parce que le fonctionnaire camerounais de la A2, son salaire ne lui permet pas d'avoir une maison. Vous les voyez au Cameroun, il a une maison à Douala, il a une maison à Yaoundé, il a une maison au village. Mais il est fonctionnaire. Il a un salaire, la A2. Ce que je dis là, je n'invente pas. Je n'invente pas ce que je dis.
le plafond dans l'administration camerounaise, c'est A2. Lorsqu'on t'embauche, tu sors comme fonctionnaire de la A2. Tu auras 215 000 de salaire de base. Paul Biya, il est président de la République. Mais c'est le plafond, il est fonctionnaire, c'est A2. Il n'y a plus un autre. Voilà le salaire de base. Maintenant, l'État avait mis sur pied les institutions qui doivent accompagner ces fonctionnaires, sachant qu'ils n'ont pas d'argent pour se construire les maisons. L'État a donc créé les institutions financières qui doivent venir, qui doivent leur prêter de l'argent et construire les maisons et on coupe dans son salaire. Les mêmes fonctionnaires ont détruit ces institutions financières. Banque camerounaise de développement, ils ont mis à terre. Crédit agricole, ils ont mis à terre. Le crédit foncier qui bat de l'aile là. Vous voyez qui bat de l'aile là. On ne sait pas où son argent part. Voilà une institution qu'on a mis sur pied. Je vous donne les missions du crédit foncier. Écoutez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Vous donnez ces missions. À la base, lorsqu'on a créé le crédit foncier, c'était pour financer la SIC. On avait créé la maïture. On a créé la SIC. On a créé le crédit foncier. La maïture, via son budget de fonctionnement, va faire ce qu'on appelle la viabilisation des lots. La SIC vient voir le crédit foncier, prête de l'argent au crédit foncier, va construire les maisons et fait louer aux fonctionnaires à bas prix. Ce qu'on a appelé crédit bail, location-vente. C'est ça l'émission du crédit foncier. On a élargi ça au secteur privé. Si tu travailles, tu peux aller voir le crédit foncier. Le crédit foncier te donne des conditions. Voilà le document que tu dois nous apporter à condition que tu ouvres un compte chez nous. Voilà les missions du crédit foncier. Et je vous rappelle, s'il te plaît, Momo, Mohamed, s'il te plaît, viens. Mohamed. Je voudrais qu'il me sorte mon sac. Mon sac où je mets mes documents. Donnez-moi une minute, je prends le sac. Il faut que je parle avec un document. Parce que je peux dire quelque chose qui est faux. Donc on peut me reprendre après dans le direct. Il faut que je sorte un de mes bulletins de paye du Cameroun. Je vous lise le montant d'argent qu'on coupe à tout travailleur camerounais qui est déclaré à la CMP et dans l'administration camerounaise. Serge Léonard, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on a mis les institutions. À l'époque, les fonctionnaires prenaient un crédit, ils travaillent lui, ils remboursent son crédit, à la fin, la maison lui revient. Aujourd'hui, s'il te plaît, le sac où je mets les documents. Sors-moi le sac là, s'il te plaît. Il faut que je vous lise le montant. Oh, il y a 350 000 fonctionnaires contracteurs d'administration. Ils sont 350 000. S'il vous plaît. Il faut que vous écoutiez. Ça, ce n'est que l'administration. Vous ajoutez maintenant le secteur privé. Tout ce beau monde
travailleurs camerounais se retrouvent dans environ, on peut dire à 900 000 travailleurs camerounais dans la République. Au moins à 900 000 travailleurs. Il faut que je vous dise comme ça pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous expliquer. Comment vous allez expliquer qu'une institution comme le Crédit Foncier merci. Oui, non, ça c'est une fiche de paye. Ça c'est une fiche de paye de chez Bolloré. Donc je vous montre. Maintenant, quand je prends cette fiche de paye, ça c'est quelle année ça? Ah, c'est pas important, je lui ai lu le Crédit Foncier. Voilà. Crédit Foncier. Crédit Foncier, on m'a coupé moi dans le privé 1570 francs. Là, c'est le privé. Donc, je ne connais pas pour les autres. Donc, si je parle sur ma base, que moi, on me coupe 1570 francs, c'est ça. Je parle sur ma base. Je parle sur cette base. Il faut que vous écoutiez ce que je suis en train de vous dire. Lorsque moi je parle des fonctionnaires, je ne parle pas des fonctionnaires en l'air. Parce que j'ai compris le système. Je dis que mais ces gars, c'est le plus dangereux. C'est pour ça qu'il faut les neutraliser avant. Si je pars sur la base que au moins on m'a coupé 1570 francs. Je dois donc dire qu'il y a 350 000 fonctionnaires qu'on coupe pareil. C'est un calcul bête. Ça, c'est tous les mois. Ça donne 549 500 000 francs CFA. Fois 12. 6 milliards 594 millions. Ajoutons maintenant à ça là. Le secteur privé. Tout le secteur privé du Cameroun. Qu'on va dire qui sont presque 450 000. On part toujours sur la même base. 1570 fois 450 000. Ça fait 600
706 500 000 fois 12. Ça donne 8 milliards. Ça veut dire que le crédit foncier camerounais que vous voyez là, chaque année, avait dans les caisses 8 milliards par an du secteur privé, 6 milliards, quelque chose de millions, secteur administratif. Vous cherchez avec les yeux ce qu'ils font avec l'argent. Vous ne voyez pas. Vous cherchez les investissements du crédit. Vous entendez seulement que le Cameroun est parti prêter l'argent là-bas. Le Cameroun est parti à Exim Bank. Le Cameroun est parti. Les milliards qui entrent au crédit foncier, je vous dis, c'est un cash flow. C'est un cash flow. Je dis bien, c'est un cash flow. Allez chercher, allez regarder. Tout le monde peut voir, depuis l'arrivée au Cameroun, depuis l'arrivée de Alain Noël Mokulu Mvondo à la CNPS du Cameroun. Il a rétabli la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, dans ses prérogatives. Il a conçu les villas, les immeubles de luxe. Tout le monde a vu. Actuellement, il est en train de réfléchir comment construire un camp sec pour les pauvres. Alors, là, je vous parle. Là, ils sont en train de réfléchir, le dossier en étude à la CNPS. On réfléchit comment, ils sont en train de réfléchir à la CNPS, comment construire près de 30 000 logements qu'on va louer à bas prix pour le pauvre, pour le petit peuple. Ce projet est en étude à la CNPS. Je ne vais pas encore parler du coq sportif. Je vais arriver là-bas. Pas encore parler du coq sportif. Il va arriver là-bas. Reste tranquille. À l'heure où je vous parle, à la CNPS, ils sont en train de réfléchir. Parce que la CNPS et le crédit foncier, c'est l'argent cash flow qui entre. Je vous donne le montant qu'on me coupait à la CNPS. CNPS. On me coupait 1016 francs. CNPS. Ça veut dire que l'argent entre. Alors, à l'heure où je vous parle, ils sont en train d'étudier comment construire dans les environs de Yaoundé près de 30 000 logements à bas prix. Loyer d'une maison de 3 chambres, 40 000 pour les pauvres. Or, les mêmes fonctionnaires vont dans les banques qu'on a prêtées, qu'on a créées. Ils prêtent l'argent, ils ne remboursent pas. Ils accusent. C'est pour ça que je dis souvent, je ne pourrai jamais, lorsque j'ai découvert le système, j'ai compris que Paul Biya n'est que l'arbre qui cache la forêt. Paul Biya, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pour ça qu'ils ont mis sur pied une politique de développement qui dit que tout fonctionnaire doit dire, quand on lui tend le micro, sur haute instruction du président de la République, pour faire avaler aux gens, que même pour creuser un puits sur le président, c'est faux. C'est faux.
Le président ne gère pas la République au quotidien. Retenez le mot quotidien. Ce sont les fonctionnaires qui gèrent la République au quotidien. Je vous ai pris les exemples ici 1000 fois. Et le célèbre exemple que je vous prends toujours. Paul Biya a signé un décret à compter de la date de signature du présent décret sur tout l'ensemble du territoire national. L'école primaire au Cameroun est gratuite. Le lendemain, les fonctionnaires lui ont répondu cash par les journaux que vous connaissez au Cameroun. Toi-même, tu vas quitter étudier, venir appliquer ça sur le terrain. Je vous pose la question. L'école primaire au Cameroun, c'est gratuit. L'année qui suivait, les fonctionnaires ont doublé le prix de l'APE. Pour tromper le président, ils ont mis sur pied ce qu'ils ont appelé comité local de gestion de l'école publique 2. On nomme un ami dans telle école. C'est toi qui es le président de la commission locale. On choisit un ami qui tient par la queue par quelque part. On le nomme président là-bas. Président, comité, machin de l'école. C'est de l'escroquerie. Il faut que dans un territoire, dans un arrondissement, le chef doit être le maire. C'est lui qui doit rendre compte au président. C'est le maire. On a neutralisé les maires avec ce qu'ils ont fabriqué. Ils ont vendu au président en disant « Non, monsieur le président, il faut nommer un secrétaire général. » C'est lui le vrai maire. Lorsqu'on t'envoie le secrétaire général dans une mairie, on t'envoie le trésor, on t'envoie, on l'appelle quoi, le percepteur payeur dans une mairie. Après, on t'envoie le commissaire au compte dans une mairie. Les trois là neutralisent le maire. Les trois là, ils sont nommés par décret présidentiel, par décret du Premier ministre. Décret du Premier ministre, les trois là, ils neutralisent le maire. Le maire ne peut rien faire si les trois là ne signent pas. Rien. Et lorsqu'on envoie l'argent, les trois là vont dire au maire, mais toi tu vas aller investir alors que nous on va payer les salaires. Résultat de course, vous vous mettez à insulter le maire, vraiment de Dieu, le maire s'il ne fout rien. Mais le maire il ne fout rien quoi. Par contre, Madame le maire de la commune de Bafia vit cette réalité. Malgré le peu de moyens, cette femme, je ne sais pas comment cette femme a fait pour réussir à mettre 45 forages dans les villages à l'heure où je vous parle. On a déjà creusé 45 forages. Elle a dit, je me bats avec le peuple que j'ai. Je ne peux que faire comme ça. Bon, je vous pose la question. La ville de Bafia là a connu combien de maires? Si chaque maire disait que je vais faire 45 forages dans les villages et quartiers, c'est qu'il y a les forages partout. Il y a les forages partout. C'est elle qui est la première à commencer à dire que je vais mettre les forages dans tous les villages et quartiers de la commune de Bafia. C'est la première. C'est la première qui a atteint le chiffre de 45. C'est la première. Parce qu'elle n'est pas fonctionnaire. Elle n'a pas de profil de carrière. Elle est avocate. Donc, elle n'a pas à attendre qu'on va la nommer. Ça ne l'intéresse pas. Tous ceux qui sont passés à la mairie de Bafia, c'était des fonctionnaires. Des carriéristes. Je répète, des carriéristes. Des gens qui ne peuvent rien faire. Dès que l'élite Bafia de Yaoundé a appelé, j'ai compris là qu'il y a un projet qu'on envoie là à Bafia. Là. Oui, le projet là, il faut d'abord que tu le rendes dans mon quartier là-bas. Oui. Il faut attendre. Parce que quand je vais venir, je vais valider. Il ne vient jamais pour valider le projet. Il ne passe jamais.
Je vous dis, c'est parce qu'elle est avocate, elle n'a pas de, elle ne fait pas carrière. Elle sait qu'on va la juger sur le travail qu'elle a fait. Or, les autres qui sont passés, c'était des carriéristes. J'attends qu'on me nomme, si je ne suis plus maire, je vais encore aller, il faut qu'on me nomme même délégué régional, départemental, vraiment, je vais faire comment? C'est de ça qu'il est question. J'ai fini avec ce sujet. Maintenant, je vais parler de la Fédération camerounaise de football et le coq sportif, mais d'emblée. Le coq sportif, c'est du passé. Je répète, c'est ce combat-là qu'il faut comprendre de quoi il est question. Ici, nous ne parlons pas de Yannick Noah. Ici, nous parlons des intérêts économiques et financiers que défend M. Noah. Que ça sorte parce que regardez bien l'amalgame que les gens veulent faire. Les gens veulent nous présenter Yannick Noah comme quelqu'un qui aime le Cameroun. Quelqu'un qui défend les intérêts du Cameroun. Non. Yannick Noah défend ses intérêts. Mais il savait que il défend ses intérêts au détriment des intérêts des autres Camerounais. C'est de ça qu'il est question. C'est pas le fait qu'on doit haïr M. Noah. Non. On n'a pas haïr M. Noah. Nous disons juste à M. Noah que ses intérêts à lui ne peuvent pas être au-dessus des intérêts des autres Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Sur la base du contrat qu'a signé M. Mbonjoya Seydou, la Fédération camerounaise est perdante. Ça, c'est le type de contrat léonin, le contrat signé en 1945. C'est ce genre de contrat. Lorsque M. Aïdjo devait proclamer l'indépendance du Cameroun, non, nous ne parlons pas de la CAN et Langa. M. Noah est administrateur à Coq Sportif. Donc, il est actionnaire là-bas. Donc, nous, on ne cherche pas à regarder combien il a eu à la CAN. Ce n'est pas lui qui a organisé la CAN. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons des intérêts de la FECAFOOT. Lui, il parle des intérêts de Coq Sportif parce qu'il est actionnaire à Coq Sportif. C'est ça le sujet. Le sujet n'est pas que la CAN, il a eu combien. Non. Ça, c'est le faux débat. Nous disons que M. Noah défend ses intérêts à travers le Coq Sportif parce qu'il est administrateur là-bas. Donc, si lui, il est le genre de Camerounais qui est que ses intérêts passent avant les intérêts de l'Afrique, c'est normal. Il a investi dans le Coq Sportif. Mais nous lui disons, à aucun moment, ce contrat avec Coq Sportif, le Cameroun nous soit gagnant. Grave. Au lieu que Coq Sportif effectue les paiements, je vous pose la question. Connaissez-vous dans quel tribunal Coq Sportif a porté plainte à la FECAFOOT? S'il vous plaît, si quelqu'un connaît là où Coq Sportif a porté plainte à la FECAFOOT, écrivez là. Connaissez-vous dans quel tribunal Coq Sportif a porté plainte? Vous connaissez le tribunal? Dans le texte, c'était le tribunal, le tribunal de Nanterre de Paris, en termes d'arbitrage, de contrat. Ils ont porté plainte, je pose juste la question. Au lieu de porter plainte, ils font ce qu'on appelle en français du lobbying politique. Les mêmes qui disent que le gouvernement ne doit pas s'y mixer des problèmes de la fédération, c'est les mêmes qui vont voir le gouvernement pour que le gouvernement vienne s'introduire dans le dossier de la FECAFOOT
Et la FIFA va dire à la veille de la Coupe du Monde, je vous sanctionne. Je vous remporte par l'Algérie. On vous tient à l'œil. Nous, on vous tient à l'œil. J'adore M. Noah. J'adore M. Noah. Je ne peux pas avoir de la haine pour lui. Mais, le contrat qu'il défend m'oppose à lui. C'est un contrat léonin. Le type de contrat que deux Français se sont assis à Yaoundé. Un représentant la France, l'autre représentant le Cameroun. Ils ont signé ce contrat qu'on a appelé les accords secrets de coopération économique entre le Cameroun et la France. Ce contrat a été entériné en 1959 par Aïdjo, avant qu'il vienne proclamer l'indépendance. On lui dit, monsieur le président, monsieur le premier ministre, pour que vous proclamez votre indépendance, vous devez d'abord signer ça. Aïdjo dit que, moi je voulais être président, c'est ça qui est important. Avant de dire qu'on va lire ça demain. Mais monsieur Noir ne peut plus venir nous faire ça en 2022. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On l'aime bien. Mais pour le moment, c'est une histoire d'intérêt. Rien du tout. A dit qu'on n'aime pas Noah. Noah aime le Cameroun. Oui. Noah adore le Cameroun. Personne ne peut l'enlever ça. Personne. Même moi qui parle, ne peut pas l'enlever ça. Mais le contrat de coq sportif n'est pas bon pour la Fédération camerounaise de football. On pouvait encore supporter le contrat. Si coq sportif payait, mais le gramme, c'est qu'il ne paye même pas ce qu'il devait payer à la fédération. Les miens qu'il devait donner à la fédération, comme d'habitude, on connaît comment ça se passe. L'argent que Coq Sportif versait à la fédération, ça partait dans les comptes privés des gens, des individus. C'est de ça qu'il est question. Les exonérations de douane, les exonérations de la douane à la Fédération camerounaise de football. Des gens ont dédouané le matériel agricole, le matériel du génie civil, le matériel avec l'exonération de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, l'office camerounais, Mofaï Foten, demande à la Fédération camerounaise des milliards. Les mêmes gens qui bavardent, qui disent que donner à nous l'équipementier, vraiment de Dieu, donner ça à Coq Sportif, papa. Nous disons, la fédération a ses engagements. Le fisc demande de l'argent. Les gens ont dédouané les tracteurs, les camions, les machines de travail, de génie civil, les papiers, tout ça, avec l'argent, avec l'exonération de la Fédération camerounaise de football. Et vous dites à Eto'o, qui est venu pour sortir le foot camerounais là où les fonctionnaires ont mis, vous lui dites non, vraiment, on n'a pas assez mangé comme ça. Donne aussi à Yannick Noah, il mange sa part. Non, papa. Non, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. Je continue de dire, ne détestez pas Yannick Noah. Juste rester sur le contrat de Coq Sportif. Nous, en tant que Camerounais, on n'avait pas de problème avec lui. Mais ce qui vous oppose à Noah, c'est le contrat de l'entreprise où il est partenaire. Nous disons à ce contrat, on n'en parle plus de ça. Et nous vous disons, le gouvernement camerounais, d'après les textes de la FIFA, ne doit pas s'y mixer. Nous sommes à la veille de la Coupe du Monde. Si Coq Sportif était un vrai équipementier, le pays dont le fondateur est originaire devait être habillé en Coq Sportif. Mais je suis désolé.
même le pays d'origine du fondateur, lui ont dit bye bye. Ils sont à la recherche de l'argent. Noël le Grec veut l'argent pour financer le foot français. Il a la recherche de l'argent. Donc, je vous dis, excusez de peu monsieur Eto'o-Fils, qui a la recherche de l'argent pour reconstruire l'équipe du Cameroun, le football au Camerounais. Il doit redonner le football. Monsieur Eto'o doit redonner le goût à la jeunesse camerounaise de jouer au football. Observez une chose, je vous ai dit ça ici une fois. L'école au Cameroun, c'était de lundi et vendredi soir. Le vendredi soir était pour les activités sportives. Moi, je me rappelle bien les tournois au sud. Le vendredi soir, dans la ville de Bafia, il y avait généralement 3 grands stades. Le stade du lycée classique de Bafia, le stade du CES de Bafia, lycée bilingue de Bafia, et le stade du lycée technique de Bafia. C'est là-bas où on programmait les matchs. Ce week-end, on va jouer au lycée de Bafia. Le week-end prochain, on va jouer, tous les collègues vont aller jouer là-bas. C'était ça qui créait de l'ambiance dans la ville. Donc la distraction des élèves, c'était le vendredi soir. Mais la France, par sa géopolitique, a décidé de changer son modèle de fonctionnement. Journée continue, 15 heures. Du coup, le travail au Cameroun a basculé que ce n'est plus le vendredi soir, c'est le mercredi soir. Résultat de course, les fonctionnaires camerounais, sans savoir quelles sont les raisons, qu'est-ce que le peuple camerounais bénéficie. Le peuple camerounais bénéficie de 2 choses. D'un côté, la communauté musulmane qui partait au travail le matin, le vendredi, connaissait que le vendredi soir, c'était free. Il pouvait aller à la mosquée le jour de la messe, le machin de vendredi. Tranquillement, il savait qu'il n'allait plus aller au travail. Maintenant, qu'est-ce que vous observez? L'administration au Nord Cameroun, le vendredi soir, c'est vide, ne partez pas là-bas. Hein. Toute une partie de la population qui sont musulmans, ils savent que vendredi soir, ils ne sont pas là, ils vont aller à la mosquée. Hein. De l'autre côté, cette histoire a eu pour conséquence, ça a tué le football au niveau des établissements scolaires. C'est la vérité. Parce que chaque enfant a commencé à dire, mais j'ai cours demain. Donc, je ne peux pas aller jouer mercredi soir. Parce que demain, il n'est pas en classe. Or, vendredi, il pouvait aller jouer, en sachant qu'il va se reposer samedi, dimanche. Quand on a ramené ça à mercredi, ça a tué le football des établissements. C'est de ça qu'il est question. Nous disons une fois de plus, Eto'o est en train de faire un travail de ça. Il est en train de finir avec le volet administratif, le volet contractuel des clubs, avec les joueurs. Actuellement, il a attaqué le domaine du financement. Il est à la recherche de l'argent. J'ai entendu un Camerounais déclarer pour l'argent, Eto'o peut jouer avec n'importe quelle équipe. Mon cher ami, si tu proposes à Eto'o les milliards et tu dis à Eto'o, je veux que tu ailles jouer avec l'équipe de la Papouasie Nouvelle-Guinée, Eto'o va mettre les lions dans l'avion. Ils vont aller jouer avec la Papouasie Nouvelle-Guinée. Parce qu'on lui a donné du cash. Si vous pensez que Eto'o ne sait pas ce qu'il fait,
C'est de ça qu'il est question. Et il est en train de mettre sur pied des choses qui vont rapporter de l'argent. Si on laissait les stades gérés par la Fédération camerounaise de football, vous allez voir ce que toi allais faire avec ces stades. Mais les fonctionnaires veulent s'asseoir sur les chaises qui tournent et dire que c'est moi le directeur du stade. Ils ont fait signer au président de la République un décret créant Office national d'entretien des infrastructures. Un éléphant blanc qui va passer le temps à consommer l'argent sans avoir l'effet sur le terrain. On crée une institution qui va être budgétivore au lieu de mettre les gens sur le terrain qui vont faire l'entretien du stade. Je dis et je répète, le stade Amadou Ahidjo a besoin de 2 électriciens, 2 plombiers, un informaticien. Je dis bien, le stade Amadou Ahidjo a besoin de 2 électriciens, 2 plombiers, un informaticien, 5 jardiniers. 5 jardiniers. D'où ça relance l'idée de la formation au métier. On doit former en métier. On appelle ça quoi ici? Ici, ils appellent ça paysager. C'est les métiers. 2 menuisiers. C'est fini. Je dis c'est fini. On va au stade Olembe. Pareil. On dit que là, on dit ceux de Yaoundé s'occupent des stades de Yaoundé. On crée aussi à Douala, on crée donc la direction qui sera logée, la direction de l'entretien des infrastructures sportives, logée au ministère des Sports. À sa tête, un directeur. Point barre. Au lieu de ça, on a dit au président, non, il faut toute une institution. Il faut une institution qui aura besoin d'un directeur général de l'Office national de l'entretien des infrastructures. Il faut un directeur général adjoint. Il va lui falloir une Prado. Directeur général, une Prado. Il faut un directeur administratif. Il faut un... C'est quoi ça? C'est quoi? Papa, viens donc alors voir. Au même moment, les fonctionnaires font ça pourquoi? Je vous explique. Lorsqu'on crée une institution pareille, cette institution a besoin d'avoir ce qu'on appelle conseil d'administration. Les qui doivent être membres du conseil d'administration, c'est les fonctionnaires. Retenez que ces gars que vous voyez là, lorsqu'il prend sa retraite en tant que président du conseil d'administration, il a les PDM quand il prend sa retraite. C'est pour ça que vous les voyez, il est membre du conseil d'administration de telle entreprise, il est membre d'un même fonctionnaire pour être administrateur dans 4 institutions. Vous comprenez? Oh, lorsqu'on crée cette infrastructure, on va créer le conseil d'administration. C'est les fonctionnaires qu'on va mettre dedans. Ils vont avoir les péquins de présence. Le PCA a carrément un budget. Le DG a carrément un budget. Le directeur général adjoint. Tous ces gens. C'est de l'escroquerie administrative. C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Ce que le président devait faire, direction d'entretien des infrastructures sportives, logé au ministère des Sports, fini. On vote le budget quand on vote le budget du stade, on sait que là-bas, il y a un électricien qui va
Cette équipe vont aller au stade. S'ils disent qu'on va aller au stade Amadou Ahidjo, ils savent, ils vont s'arranger. S'il y a une porte qui se gâte, ils ont un petit, le chef de service de ceux a un petit budget pour les portes. Changer les ampoules, vérifier la laine qu'on a mis là, la toile qu'on a mis là pour la pluie. La toile là veut déjà se déchirer. À ce moment-là, chaque stade sera doté d'une nacelle de 135 pieds. 135 mètres. Parce que quand la toile se déchire, on monte en haut avec le matériel, on doit coller la toile. Mais non, on ne pense pas. On dit on a créé toute une... Papa, les gens là vont traiter pour bien avec l'argent. Papa, l'infrastructure routière n'est pas incluse dans ça, papa. Roger Sadé. Ce n'est que l'infrastructure sportive. Et moi, je dis qu'une infrastructure sportive n'a pas besoin de l'office. Une infrastructure sportive a besoin des petits bras. C'est ça la réalité. Une infrastructure sportive a besoin... Bon, exemple, on a créé l'Académie de football du Cameroun, n'est-ce pas? S'il vous plaît, on a créé l'Académie de football du Cameroun, non? Ça a sorti combien de footballeurs? L'Académie. A sorti combien de footballeurs? L'Académie, là. On dit que celui-ci est sorti de l'Académie de football, comme on fait là à Clairefontaine en France. On va prendre un groupe de jeunes, on va former, après ils vont aller dans les clubs français. L'Académie a formé, depuis qu'on a créé l'Académie, ça a formé combien de footballeurs? Ça a formé combien de footballeurs? Hein? Entre-temps, ils ont un budget. On ne fait que remplir les gens là-bas. Le PCA a rempli les gens, le directeur général a rempli les gens. Comme le PCA, il est du nord, le directeur général, il est du sud-ouest. Les deux là se partagent les postes. Chacun ne fait que remplir ses cousins, ses frères, ses amis. C'est ça l'affaire, mes frères. Vraiment de Dieu, il faut bien comprendre dans quoi nous sommes. Ils ne vont jamais recruter un menuisier là-bas. C'est quoi ça? Non, quand il fait mon direct. Ils vont jamais recruter un menuisier là-bas. Jamais. Oh, si on recrute un menuisier qui va venir, son travail, c'est de regarder tout ce qui est menuiserie dans un stade. Il vient, il vérifie. Il passe. Il regarde. Toute sa vie, c'est que la menuiserie du stade soit nickel. Clair et net. L'électricien, c'est veiller à ce que tout soit fonctionnel le jour qu'on veut utiliser le stade. Les jardiniers, c'est l'extérieur et l'intérieur du stade. Le jour où il y a une grande manifestation, on embauche les volontaires, les journaliers qui viennent pour la tâche ponctuelle. On prend les journaliers, ils viennent pour l'entretien du stade le jour de la manifestation, du concert, on leur paye leur journée, ils partent. Mais ceux-là, les équipes d'entretien restent là, mais ils sont fonctionnaires du ministère des Sports. On a préféré nous créer, donc au président de la République, nous créer l'Office national d'entretien des infrastructures sportives. Papa, on va faire comment? Voilà comment on tue le pays. Passer une bonne nuit. L'autre sujet, on va finir, on va faire ça demain. Je dois aller faire des cours avec mes enfants. C'est ça que je ne fais plus tous les directs. Parce que l'école a commencé. Donc, au moins je suis mathématicien. Par moment, je suis obligé de tenir mes enfants en mathématiques et en sciences physiques. Bon week-end à vous.
Mohamed, on se prend demain. Bye.